à tout le monde pour votre intérêt pour la LCOI et la justice climatique, qui est la thématique dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je vais lancer les slides. Euh, hop. Présenter. Super, on voit bien l'écran. Pas de problème. Nickel. Normalement, vous devez voir en plein écran là. Ça marche? Ouais, ça fonctionne. Ok, super. Euh, Alors, du coup, je me suis dit que j'allais commencer par me présenter quand même. Euh, donc, je m'appelle Esmeralda. J'utilise le pronom IL ou they en anglais. J'ai étudié l'anthropologie et les sciences de l'environnement. Et depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été active pour l'environnement et les droits humains, que ce soit dans les groupes de mon école ou plus tard. J'ai commencé par faire des petits gestes au quotidien, comme on dit, pour l'environnement, ne plus manger de viande, etc., etc. J'ai fait pas mal de trucs au niveau individuel. Et puis, quand j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai lancé le premier compost de ma ville, compost collectif. Et à un moment donné, c'était en 2018, quand le rapport du GIEC est sorti. C'était le rapport qui expliquait qu'il fallait vraiment rester à 1,5 degré de réchauffement climatique maximum par rapport à l'ère pré-industrielle, mais qui expliquait les différentes trajectoires, que si on n'accélérait pas le changement, on allait passer à 2 degrés, 3 degrés, et que les catastrophes allaient s'amplifier de manière complètement incontrôlable. Et du coup, suite à ce rapport du GIEC, je me suis vraiment dit oui, même si je continue à faire mes petits gestes au quotidien, même si tout le monde faisait comme moi et que tout le monde faisait le compost, etc., on n'arriverait quand même pas à rester sous la barre des 1,5 degré. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que il fallait essayer d'agir à un niveau un peu plus élevé si on voulait essayer de changer les choses. Et du coup, complètement par hasard, à l'époque où les gens utilisaient toujours Facebook, j'ai vu une annonce devenez jeune délégué ONU pour le climat. Donc, le but, c'était de représenter les jeunes Belges à la COP climat, qui était la COP 25 à Madrid en 2019. Et du coup, complètement par hasard, j'ai postulé, mais vraiment sans aucun espoir d'être retenue. Puis ils m'ont pré-retenue pour les entretiens. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi j'avais été sélectionnée. Et moi, vraiment, j'y connaissais rien à la politique. Je me suis retrouvée d'un jour à l'autre à devoir faire des réunions à Bruxelles tout le temps. Euh, et oui, à devoir vraiment m'informer sur comment ça fonctionne et tout. Et du coup, en fin de compte, à participer à la COP. Et grâce à cette expérience, je me suis vraiment dit, OK, c'est là que c'est mon espace. En fait, on peut faire plein de trucs à gauche, à droite. Mais je me suis dit, OK, c'est dans ça que j'ai envie d'agir. Puis fin 2023, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Les vraies héroïnes de l'écologie. C'est un livre qui parle d'écologie populaire, de santé mentale et de justice climatique. Et je travaille maintenant chez Amnesty International Luxembourg. Donc je suis belge, mais j'habite maintenant au Luxembourg. Voilà. Et du coup, j'avais envie euh, d'en savoir un peu plus sur vous aussi. Alors, j'espère que la technique va fonctionner. J'ai fait un petit Mentimeter. Je pense qu'on peut tous se connecter, mais il faut que je regarde sur mon autre truc. Du coup, c'était quoi le code? Désolée, hein, j'ai eu plein de problèmes techniques, mais je pense que ça va aller. Oui, ok. Alors, vous pouvez aller sur... Ah, pourquoi il met pas le code? Ok, mais j'ai le lien, je pense. Je vais le poster dans le chat si j'y arrive. Ouais, bonne Ah, idée. ouais, alors, comment je fais pour aller dans le chat maintenant? Sinon, si tu veux, tu me Euh, l'envoies par message et je le mets dans le chat. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, on fait ça. Euh, Oui, alors, je suis désolée, je vais te prendre une photo du lien. Ça va pas être des plus pratiques. Euh, je
pensais qu'il y avait un code, mais je sais pas pourquoi il veut pas. Enfin bref. Euh, Je sais pas si ça va être facile pour toi de le mettre dans le chat. Je sais pas, là, j'ai rien reçu pour l'instant. Ah mince, attends. Ok, je viens de te l'envoyer. Désolée. Ok, Euh, je vais le copier-coller dans le chat et si chacune peut... Alors, je vais essayer de le recopier en même temps, mais du coup, c'est tout petit. Hop. ouais, désolée. Je sais même pas comment accéder au chat si je partage les slides en même temps. C'est un peu compliqué avec Teams. Euh, C'est bon, je l'ai, je le réécris. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez tous reçu le chat? C'est bon? Non, euh, oui, non. Hop, je vois un petit pouce. ok, je vais essayer de le présenter en live. Le souci, c'est que comme je suis sur mon autre ordi, je vais arrêter le partage parce que je vais mettre mon mot de passe. Donc, c'est bon, le lien est dans le chat. Vous Et pouvez ok, toutes et tous cliquer super. dessus. Et alors, je sais pas si ça va marcher. Euh, Chez moi, ça charge. Ah oui, ok, c'est moi qui dois lancer la Ouais. présentation. Effectivement, c'est bien ça que je craignais. Euh, Parce que, comme je suis sur mon autre ordi, j'ai pas le lien pour partager. Euh, Ça va aller. Bah, si ça fonctionne pas, sinon on passe cette partie. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va le faire à l'oral. Je suis Ok. désolée, j'avais fait un truc. euh, Ah là là, tous ces problèmes techniques. Enfin bref, on va le faire à l'oral du coup. Je voulais, ou dans le chat en fait, on peut le faire aussi. Je voulais savoir d'où vous venez, d'où vous vous connectez aujourd'hui pour la réunion. Donc si vous pouvez écrire dans le chat dans quelle ville vous êtes ou dans quel département, ce serait cool, comme ça j'ai un peu une idée. Strasbourg, Martinique, Palaiseau, je sais pas où c'est, Paris, ça je sais. Euh, Reims, Nord, Paris, Lille, ok. Encore Lille. Euh, ok, Vannes, Morbihan, Lille. Ok, donc c'est assez diversifié. Euh, il y a quand même pas mal de Paris et pas mal de Lille. Donc il y a une prédominance du Nord et puis il y a quand même la Martinique et d'autres. Donc super, je suis contente de savoir d'où vous venez. À la base, j'avais prévu une petite carte où vous pouvez mettre un pin où vous êtes. Mais malheureusement, ce sera pour une autre fois peut-être. Euh, la deuxième question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Donc là, peut-être que vous pouvez aussi écrire dans le chat ou si quelqu'un a envie d'activer son micro et de le dire à l'oral, ça fonctionne aussi. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Donc moi, c'est Audrey de Martinique. Je travaille sur tout ce qui est impact de l'élévation au niveau de la mer et des houles cycloniques en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Donc j'essaye de savoir quels sont tous les mécanismes qui permettent de réorganiser l'espace pour pouvoir permettre de diminuer la vulnérabilité des populations. Hmm, merci. Je vois qu'il y a dans le chat comprendre les enjeux des négociations, notamment la COP30 sur la justice climatique. Juste curieux, je suis sur l'atelier biodiversité officiellement. Euh, Super. Mathématiques de spécialisation, c'est aussi la biodiversité. Mais je vais peut-être pas en parler tellement aujourd'hui, mais il y a des choses qui se recoupent. Mieux comprendre les structures, mécanismes, les moyens d'action, les impacts. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur le mécanisme de fonds pour les pertes et préjudices, mais je ne sais pas trop si c'est au programme aujourd'hui. On apprend plus sur la justice climatique et l'impact social des changements climatiques. Ok, encore des personnes en train d'écrire.
Impact climatique sur la diplomatie. Alors, je vois qu'il y a Iman encore qui est en train d'écrire. Attendre sa réponse. Je m'intéresse à la justice climatique. J'écris un mémoire sur le lien entre colonialisme et gestion des forêts. Je m'attends donc à approfondir un peu la notion de justice climatique. Super. Je ne sais pas si on va avoir le temps de couvrir absolument tout ce que vous avez mis en détail, mais je pense que globalement, je vais quand même peut-être pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et voilà. Merci pour votre contribution. Je vais du coup repartager mon écran. Ouais. Ça marche là? Ok, top. Euh, du coup, je vais d'abord vous présenter ce que c'est la justice climatique pour les personnes qui ne le sauraient pas ou pour les personnes qui ont déjà entendu beaucoup de fois parler ce mot et qui ont une vague notion de ce que c'est, mais qui ne savent pas exactement ce qui se cache derrière la notion. Du coup, la justice climatique part du principe selon lequel les personnes qui sont les plus touchées par les effets du changement climatique ne sont pas celles qui ont contribué le plus. Il faut donc rétablir la justice. Donc l'idée, c'est que globalement, tout le monde va être impacté d'une manière ou d'une autre par le changement climatique dans les tendances actuelles, mais tout le monde n'est pas responsable de la même manière et tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Du coup, pour vous expliquer un peu, bon, ces cartes sont un peu vieilles, elles datent de 2011, mais globalement, c'est encore les mêmes tendances qui se dessinent. Donc, la carte que vous voyez sur la gauche, elle reprend les émissions de CO2 par personne dans chaque pays. Donc, en gros, on prend les émissions du pays de manière globale, on divise par le nombre de personnes et c'est ça que ça donne. Et du coup, vous voyez qu'en rouge, ce sont les pays dont les personnes émettent le plus de CO2, ou plutôt les pays où par personne il y a le plus de CO2 émis. Donc, vous voyez que c'est principalement les États-Unis, le Canada. En Europe, on est pas mal. La Russie, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et d'autres pays dans la péninsule arabique. Euh, donc, vous voyez qu'il y a ces pays qui émettent le plus. Ce qu'il faut savoir en Europe, c'est que pas mal de pays ont réussi à diminuer leurs émissions dans les dernières années, euh, en passant au renouvelable, mais aussi parce qu'il y a pas mal de pays qui ont délocalisé leurs activités. Et donc, on apporte beaucoup d'éléments qui viennent de Chine, du Bangladesh, etc., d'autres pays, d'Inde. Mais selon le calcul des émissions, vous le savez peut-être, c'est le calcul sur lequel reposent les, les calculs d'émissions à la COP notamment. Tout ce qui est importation ne compte pas pour les émissions du pays qui importe, mais pour les émissions du pays qui exporte. Ça veut dire donc que si par exemple vous achetez, j'invente un objet qui a été fabriqué en Chine, les émissions qui sont liées à cet objet vont compter pour les émissions de la Chine et pas pour les émissions de la France. Et donc ça, c'est déjà un élément problématique, mais même avec ces calculs-là, on se rend compte qu'il y a des pays qui, par personne, émettent beaucoup plus de CO2 que d'autres. Sur la carte à droite, vous voyez la vulnérabilité au changement climatique. Donc là, vous voyez en fait que c'est quasiment inversement proportionnel à ce que représentent les émissions sur la carte à gauche. Donc on voit que les zones les plus vulnérables se trouvent notamment en Afrique subsaharienne et à Madagascar, sur les îles comme l'Indonésie, les Philippines et en partie aussi en Amérique latine. Et je vois très en rouge les îles du Caraïbe. Donc, à mon avis, la Martinique, la Guadeloupe doivent aussi faire partie des zones les plus vulnérables. Donc, comme ça, vous avez un peu une idée. En fait, les pays qui émettent le plus sont ceux qui subissent aussi statistiquement le moins les conséquences du changement climatique. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a une disparité et que c'est quelque chose qu'il va falloir rétablir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment la COP où c'est un peu le seul endroit où on peut espérer rétablir cette justice. Euh, En plus de ça, donc de l'image de, voilà, en un an, quels sont les pays qui émettent le plus et tout, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, ce sont les émissions historiques.
émission historique, ça veut dire que certains pays ont commencé leur révolution industrielle beaucoup plus tôt que d'autres. Et du coup, elles ont commencé à émettre beaucoup de CO2 beaucoup plus tôt dans l'histoire que d'autres pays. Et donc, vous voyez que sur toute la période qui s'étale de 1750 à maintenant, certains pays ont émis une grande partie du CO2, notamment les États-Unis qui sont à 24%, la Chine qui est à 15%, ensuite on a la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde, et la France est quand même dans ce top 10 des pays qui ont le plus contribué au changement climatique, si on prend en compte l'aspect historique. Donc on voit que la France a quand même une grande responsabilité euh, à prendre en charge. Euh, donc ça, c'était les disparités entre les pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur des pays, il y a aussi énormément de disparités. En France, par exemple, ce sont les 1% les plus riches qui émettent en moyenne 10 fois plus de CO2 par an que par leur consommation, que la moitié la plus pauvre des Français. Donc on voit que les 1% les plus riches vont émettre 10 fois plus que la moitié la plus pauvre des Français, ce qui est quand même assez édifiant. Ce sont les chiffres de Oxfam France, pardon, j'ai oublié la majuscule à France, de 2024. Et donc là, on voit vraiment aussi qu'il y a certaines personnes qui émettent beaucoup plus de CO2 que d'autres. Je pense que je vais peut-être rien vous apprendre avec ça parce que ce sont des chiffres qui ont largement circulé dans les dernières années. Mais je trouvais que c'était quand même important de le rappeler parce que c'est pas seulement entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays qu'il va y avoir des disparités. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette citation qui est assez représentative de la crise climatique. Pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, ça dit on n'est pas tous dans le même bateau, tous et toutes dans le même bateau. On est dans la même tempête. Il y en a qui ont des yachts, il y en a qui ont des canoës, il y en a qui sont en train de se noyer. Soyez juste, faites preuve de bienveillance et aidez ceux que vous pouvez. Donc en gros, c'est cette idée de, voilà, on est tous dans la même tempête, tout le monde va être impacté par le changement climatique, mais on n'a pas tous le même bateau pour rebondir et pour pouvoir réagir aux crises. Ça veut dire aussi que entre les pays, il y a des pays qui ont évidemment beaucoup plus de moyens pour pouvoir s'adapter au changement climatique, des pays qui ont beaucoup plus de moyens pour rebondir quand il y a une crise qui survient, et d'autres pays qui ont malheureusement moins de moyens et qui sont à la fois les pays les moins adaptés, les moins les plus impactés, pardon. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante à comprendre. Donc on n'a pas tous les mêmes outils pour réagir face au changement climatique. Du coup, je voulais venir à un petit exercice euh, euh, que j'appelle causes et conséquences du changement climatique. C'est un exercice de réflexion systémique. Et du coup, là, je vais vous proposer d'entrer à l'intérieur de ma présentation Canva. Je vais partager le lien. Je vais arrêter le partage d'écran juste une seconde. Et alors, je vais vous partager le lien du Canva. Ouais. Alors, voilà, il est dans le chat. Du coup, vous pouvez tous et toutes cliquer sur le lien. Et vous pouvez vous rendre à la slide numéro 11. Ok, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de rejoindre le Canva, c'est super. Euh, je vais me remettre en mode présentation. Euh, ok, peut-être vous verrez pas la présentation en même temps comme je suis en train, comme vous êtes sur le Canva, mais au moins je vais pouvoir voir ce que vous notez. Et du coup, en fait, l'idée c'est de réfléchir ensemble quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. Et on va pouvoir faire les liens avec la justice climatique par la suite. La première partie de l'exercice, je vais vous demander de prendre quelques minutes pour écrire dans les cercles qui sont jaune-orange. Vous pouvez écrire toutes les causes qui vous viennent en tête sur le changement climatique. Donc voilà, il vous suffit normalement de cliquer sur le rond où vous voulez écrire. Et alors vous pouvez taper dedans et voilà. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Ah, je vois que vous êtes rapide. Colonialisme. Wouhou!
Capitalisme. Déforestation. Encore à déforestation. Ok, c'est cool, on peut voir en live ce que vous écrivez. Combustible fossile. Ultra riche. Agriculture intensive. Patriarcat. Mondialisation. Super. Je vois que vous êtes méga actif. Consumérisme. Industrie textile. Urbanisation. Société de consommation. Ok. Est-ce que vous avez encore des idées? Ah, je vois qu'il y en a qui sont des maniaques de l'ordre. De toute façon, on va les réordonner après, donc ne prenez pas trop d'efforts pour les mettre. Production alimentaire, super. Je vous laisse encore une minute si vous avez encore des idées. Process industriel, super. Ciment, chaud, super. Délocalisation industrielle, super. Inaction, effacement des savoirs écologiques, traditionnels, super. Ok, je pense qu'on a déjà pas mal d'idées là. Vous avez rempli presque tous les cercles, donc c'est top. Maintenant, la partie suivante de l'exercice, ça va être de trier les causes en cause directe et en cause indirecte et de trouver à chaque fois quelle est la cause de la cause de la cause de la cause, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, par rapport au changement climatique, parmi toutes les causes que vous avez déjà notées, qu'est-ce que vous pensez qu'est la cause la plus directe du changement climatique? Si vous avez une idée, vous pouvez activer votre micro et le dire. Je suis sûre que vous savez. Mais pour moi, la cause directe, c'est l'augmentation de la concentration en CO2 qui est liée notamment au transport et à l'industrie. Exact, c'est une bonne réponse. Donc, la cause la plus directe, en fait, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, notamment du CO2, qui est celui qui est le plus connu et aussi le plus responsable. Euh, donc, j'en ai vu un que vous aviez écrit qui disait un truc. Ah oui, combustion fossile. Du coup, la cause la plus directe, ce serait, si quelqu'un peut écrire dans un des cercles, augmentation des gaz à effet de serre. Ah, je vois qu'elle a disparu. Ah oui, merci. Je vois quelqu'un qui écrit. Alors, merci. La personne qui a écrit peut prendre le cercle et le mettre tout près de changement climatique. Je vais juste... je sais pas pourquoi il y a un carré qui s'est mis. Ah, deux carrés. Qui a mis des carrés? Ah, bon, désolé, je vais effacer vos carrés. Ouais, alors augmentation des gaz à effet de serre, c'est ce qui est le plus proche. Je vais le mettre juste ici. Alors, je vais reculer un peu les autres.
Et du coup, je ne sais plus qui a parlé. Donc, la personne qui a parlé a dit que l'augmentation des gaz à effet de serre était liée notamment aux combustions fossiles. Exact. Qui vient de quel type d'industrie, quel type d'utilisation. On peut les mettre aussi tout près, du coup. Il y a notamment les process industriels. Je vous aide un peu. Quels autres? Déforestation pourrait être en fait à côté de combustibles fossiles, parce que c'est une autre cause. Industrie textile. Très bien, on va le mettre aussi ici. Euh, Et du coup, l'idée, c'est de à chaque fois se demander en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a des processus industriels, ou plutôt pourquoi est-ce que ces processus industriels sont constamment en augmentation. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de pourquoi est-ce que les processus industriels sont toujours en augmentation? Ouais, il y a l'urbanisation et euh, peut-être un autre aussi que je vois ici, consumérisme. Si on achète de plus en plus, c'est parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de choses qui sont produites par l'industrie. Donc ça peut être une réponse aussi. Euh, oui, consumérisme et surconsommation. Super. Euh, Moi, je Ouais. pense aussi qu'il y a il y a le fait qu'il ait fait un petit peu rebond aussi de toutes les nouvelles technologies, etc., Mhm. qui nous donne, entre guillemets, bonne conscience de tout acheter parce que de toute façon, c'est compensé à un moment ou un autre. Et Ouais. je pense que ce genre de truc, en fait, ça, au lieu en fait de limiter les impacts, ça les a augmentés parce que les gens, du coup, l'utilisent plus, en fait, alors qu'ils l'utilisaient Ouais. pas avant. Mhm. Exact, exact. C'est très vrai. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, on nous dit, ah oui, ça va permettre d'augmenter le bien-être social, ça va permettre de réduire l'impact sur l'environnement. Et c'est un peu les raisons qui sont évoquées pour le développement d'une nouvelle technologie. Et quand on voit au final à quoi ces technologies sont utilisées, ça n'a souvent rien à voir avec ce qui avait été promis et ça ne fait qu'augmenter les désastres. Euh, ouais, je ne sais pas comment on pourrait le mettre dans une bulle. On pourrait mettre, euh, on pourrait mettre un truc technologie, progrès technologique, un truc comme ça. Euh, ouais. Et alors, pourquoi est-ce que vous pensez euh, qu'on est dans une société consumériste ou dans une société de surconsommation, à votre avis? Pour répondre aux besoins du capitalisme. Ouais, exact. C'est une bonne raison. Donc, en général, ce que le capitalisme va faire, le but du capitalisme, c'est de maximiser l'accumulation des ressources pour les personnes qui sont propriétaires d'un moyen de production. Donc, les patrons et les actionnaires des grandes industries. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces sociétés capitalistes? Elles vont produire plus de trucs et puis faire des publicités pour que les gens achètent. C'est un peu simplifié et résumé, mais les gens, ils consomment pas pour rien, ils consomment parce qu'on leur fait croire qu'ils ont des besoins en permanence. Donc, oui, on est dans une société où on consomme beaucoup, mais aussi parce qu'on est dans une société qui nous pousse à consommer. Donc, je pense que oui, capitalisme, c'est une bonne chose. Mais alors, est-ce que vous pensez que toutes les personnes consomment de la même manière? On en a déjà un peu parlé dans la présentation.
Mais Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que toutes les personnes sont dans la même logique consumériste? Est-ce que toutes les personnes sur la planète vont consommer de la même manière? non. Il y a des gens Ah, qui, il y a des gens qui ne consomment pas de la même façon, je veux dire, qui consomment moins par choix. Comme tu disais, mhm, par exemple, toi, tu as décidé d'opter pour un mode de vie un petit peu plus durable et responsable, entre guillemets. Mais il y en a aussi qui ne peuvent pas consommer par obligation, soit parce que ils sont trop précaires ou parce que dans leur pays, ça n'existe même pas certaines choses. mhm. Aussi, peut-être, ils sont pas sous les mêmes. Enfin, même au sein de différentes générations. Enfin, je vois mes grands-parents, ils vont pas consommer comme moi je le fais. Mhm. Et ça, c'est peut-être aussi, je pense, l'impact des réseaux sociaux, peut-être, qui fait à chaque fois. Enfin, voilà, sur les réseaux, bah, le truc le plus évident, ça va être la mode, où il y a les influenceurs, tout ça, C'est ça. qui Ouais. n'existait pas au temps de nos grands-parents, quoi. Mhm. Exact. Du coup, ça veut dire aussi que ce consumérisme, il est lié à un espèce d'idéal de vie qui est promu via les réseaux sociaux, via la publicité, via différentes choses qu'on pourrait aussi mettre ici sur le schéma. Mais donc, on sait que certaines personnes qui ont plus de moyens vont consommer plus, et notamment les ultra riches. Euh, l'inaction, c'est aussi quelque chose de très important. Du coup, ce qu'on va voir, c'est que ce consumérisme et ce capitalisme, il est aussi lié à une série d'inégalités, en fait, où certaines personnes vont pouvoir consommer beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Donc, je pense qu'on pourrait ajouter un truc qui dit euh, inégalité. Et les inégalités, elles sont liées à quoi, à votre avis? Je vois un truc ici déjà, qui est une partie de la réponse. Patriarcat, donc c'est ce qui est notamment à l'origine des inégalités de genre. Est-ce que vous avez d'autres idées d'inégalité? Celui-ci est lié en fait, colonialisme. Je vais le mettre ici. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que certains pays se sont dit à un moment donné, OK, je vais pouvoir exploiter des personnes à l'autre bout du monde pour extraire les ressources des pays? Euh, Selon quelle logique, selon vous, est-ce que c'est possible en fait? Économique, la race, j'aime pas dire ça, mais Ouais. Donc l'économie, le racisme aussi. Donc je vais les ajouter. Euh, Militaire aussi, peut-être, avec des pays qui ont moins les moyens de se défendre, voilà, pour les conquêtes de territoire, ce genre de choses. mhm. Ouais, c'est ça. Je vais l'ajouter aussi, militaire. Oups. D'habitude, je fais cet exercice sur Miro qui est une application avec des post-it où on peut zoomer dedans à l'infini et tout ça. Ici, il y a un peu moins de place, mais c'est pas grave. Effacement des savoirs écologiques traditionnels. Je pense que ça aussi, c'est potentiellement lié au colonialisme, parce qu'il y a beaucoup de savoirs écologiques traditionnels qui sont dans des pays où il y a une perte de langue, où les cultures ont été complètement anéanties ou alors assimilées euh, aux cultures occidentales, etc. Celui-ci peut aller ici, et déforestation, je pense qu'il est 2 fois. Euh, donc ici, on est pas mal. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au capitalisme, au colonialisme, aux inégalités. Euh, et à votre avis, en fait, pourquoi est-ce qu'on est dans une société capitaliste et colonialiste? Et coloniale, je vais dire maintenant. Quelles sont les valeurs, ou plutôt le manque de valeurs, qui se cachent derrière ça, en fait? Pourquoi est-ce que l'être humain a envie d'accumuler toujours plus de ressources? le pouvoir. Ouais, le pouvoir. Je pense qu'on cherche aussi à être en croissance continue pour avoir la main haute dans les négociations ou dans tout autre débat. Ouais,
Alors, tu as dit quoi? Croissance continue, c'est ça? Ouais. Croissance continue. Ça se rapproche aussi de la notion de progrès, je vais le mettre avec. Euh, et alors, il y avait pouvoir. Euh, pouvoir. Ouais. Et aussi, peut-être cette envie d'avoir toujours plus. En anglais, il y a un mot pour ça s'appelle greed. En français, ça se traduit par avarice en général, mais je trouve que le mot anglais est un peu plus parlant. Euh, ouais, et ça rejoint aussi cette histoire de croissance continue, donc envie de toujours plus. Ok, top. Alors, je pense qu'on est arrivé plus ou moins au bout. Évidemment, on pourra encore élaborer le schéma, faire beaucoup plus de trucs. En général, on fait des flèches entre les choses, mais ici, on est un peu serré au niveau de l'espace. Du coup, je vous propose de passer aux conséquences. Et en fait, on va faire le même exercice. Vous allez les identifier et puis les classer en fonction de quelles sont les conséquences directes et les conséquences indirectes du changement climatique. Donc, je pense que comme on vient de le faire pour les causes, on va pouvoir aller un peu plus vite. Donc, je vous laisse commencer à écrire. Ok, super, je vois. Montée des eaux, renforcement des inégalités, perte de biodiversité, inégalité, encore perte de biodiversité. Ok, c'est pas mal. Événements climatiques extrêmes, super. Hop, celui-là, je sais pas ce qu'il fait ici. Super. Donc, je vais mettre ceux qui sont déjà assez directs, je vais les mettre déjà tout près. Comme ça, on avance un peu. Diminution de la disponibilité en eau, je vais le mettre ici, super. Alors, acidification des océans, c'est aussi dans les effets assez directs, qui va engendrer notamment la perte de biodiversité dans les océans. Euh, Alors, impact sur la santé, très clairement. Crise agricole, certainement, si, il y a moins de biodiversité et qu'il y a des événements climatiques extrêmes, ça veut dire qu'il y aura moins de rendement agricole. Euh, et du coup, s'il y a des crises agricoles, qu'il y a moins d'eau, il se peut assez fort que les gens commencent à soit le renforcement des inégalités, parce que qui va pouvoir avoir l'eau? Ben, certainement ceux qui ont déjà le plus de ressources. Euh, mais ça veut dire aussi euh, qu'il se peut qu'il y ait des conflits, euh, de l'instabilité politique, des famines certainement. Donc ça va avec crise agricole. Militantine climatique, super. Celui-là, je sais pas trop où je vais le mettre. Ça, il peut être un peu transversal celui-là, parce que il va être lié à un peu toutes ces causes-là. Et ça va dépendre de nos motivations à être militant climatique. Propagation des maladies, je vais le mettre avec impact sur la santé. Réfugiés climatiques, certainement, s'il y a des conditions qui ne permettent plus de vivre, les gens vont devoir bouger. Euh, donc ça va avec migration.
détérioration de la qualité de l'air, certainement. Oups. Inégalité, encore ici. Désinformation. Ouais, tout à fait. Et militantisme. Ceux-là, ils sont un peu transversaux. Ok, bah, je pense on est déjà pas mal là. Évidemment, on pourrait encore réfléchir longtemps si on avait plus de temps, mais je crois que vous avez identifié les trucs principaux. Donc, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que vous voyez qu'en fait, il y a des trucs qui sont des deux côtés. Par exemple, l'inégalité, il est ici et il est dans les causes aussi. Il est à la fois dans les causes et dans les conséquences. Euh, On voit aussi que ouais, si les inégalités se renforcent, ça veut dire probablement qu'il va y avoir plus de jeux de pouvoir, qu'il va y avoir plus de racisme, plus de sexisme, etc. Et du coup, ouais, ces choses-là vont être vraiment dans le fond du problème. Et ce que je voulais vous faire comprendre par cet exercice, euh, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, moi je me soucie de l'environnement parce que la planète c'est important. Oui, parce que voilà, la biodiversité va disparaître. Et c'est des trucs qui sont super importants. Mais au final, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Et vous les avez identifiés assez rapidement. Je vois des gens qui ont mis capitalisme en tout premier truc ou colonialisme. Donc, c'est vrai que vous êtes déjà pas mal au courant de ce qui se passe, mais c'est des trucs qui sont super importants à garder en tête. Aussi, oui, si vous voulez participer à rédiger des documents de plaidoyer pour la COP, mais aussi si vous voulez, en tant que militant, militante, proposer des solutions au changement climatique et réfléchir à des projets que vous voulez mettre en place. C'est important en fait que ces projets prennent en compte tous ces aspects qui sont ici à la fin et ces aspects ici. Donc au final, que ce soit pas des projets qui ne vont servir qu'aux personnes qui sont déjà les moins impactées par les crises climatiques, mais qui vont vraiment donner la place aussi aux personnes qui sont en première ligne de ces conflits. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous faire comprendre. Du coup, je vais recommencer la présentation, le partage d'écran. Ah, mais je suis déjà en train de partager. La présentation, pardon. Avant que je recommence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à l'exercice, un truc qu'il a marqué ou qu'il a appris? Qu'elle a appris? Oui, j'ai l'impression que souvent, on arrive à dire que nos sociétés sont consuméristes, mais Mhm, rarement ou plus difficilement qu'elles sont colonialistes. mhm. Ouais. Et je trouve, enfin, je pense que ça biaise un peu les discours ou les solutions, Mhm, comme tu viens de le dire. En fait, s'il y a un bout des solutions qu'on prend pas en compte ou un bout des aspects qu'on mhm. prend pas en compte, ben, ça impacte forcément sur les solutions qu'on va proposer. Ouais, exact. Et aussi, ce que l'exercice permet, si vraiment vous prenez un peu de temps pour le relire et tout, c'est d'articuler vos idées. Ça veut dire que si quelqu'un va vous demander, ah, mais en fait, pourquoi est-ce que tu dis que le colonialisme, c'est lié au changement climatique? Ben, en repassant par toutes les étapes, mais en fait, le colonialisme, ça va produire ça et ça va produire ça et ça et ça. Vous allez pouvoir expliquer de manière logique aux personnes en quoi c'est lié. Donc, c'était ça aussi, ouais, un début de l'exercice. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Les gens vont souvent penser au consumérisme et moi au colonialisme. Mais ça, c'est aussi un truc qui est lié à notre emplacement géographique. Enfin, on n'est pas dans le même pays, mais je pense qu'on est un peu dans la même culture francophone de vision de l'environnement, où en fait, on va mettre cet aspect consumériste en avant. Mais si vous discutez, peut-être celles d'entre vous qui vont peut-être participer à la COP ou rencontrer des activistes de pays du Sud, euh, c'est une des choses que elle et eux mettent souvent en avant, en fait, l'aspect colonial. Mais c'est un aspect qui est pas très reconnu dans nos sociétés francophones européennes, en tout cas. Ou si on va simplement dans les territoires dits ultramarins. Ouais, exact. Quelqu'un d'autre veut réagir? Mais moi, enfin, c'est pas forcément réagir sur ce qu'on a dit, mais plus un peu des conséquences de ce qu'on a dit.
parce que Mhm. j'ai l'impression que voilà, bon, on parle énormément dans le monde entier. Tout le monde est un peu au courant de tout ça. Mhm. Donc il y a les COP, les sommets, etc., avec des milliers de personnes qui pètent la couche d'ozone en jet privé pour aller discuter climat. Et Mhm. pourtant, en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on a du mal encore à, à dégager des solutions. Alors, on en Mhm. a certaines, mais qui tardent à se mettre en place, voire qui finalement se mettent très peu en place ou de manière très inefficace. Mhm. Euh, et que finalement, en fait, il n'y a pas un moment, quelque chose où on dit, ben voilà, stop, il y a ça, 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 donc il faut faire ça, 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 il faut que ça se soit fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup souvent les mêmes choses qui reviennent et que finalement, ça avance très peu. Alors, je sais pas si c'est une impression que j'ai ou si finalement ça avance, mais on le voit pas forcément. Mhm. Je sais pas si tu as des informations là-dessus ou je sais pas, quelque chose à dire Euh, là-dessus. oui, bah, écoute, je pense que ton impression, elle est justifiée. Comme vous le savez, cette année, ça va être la COP 30. Ça veut dire qu'on est à la 30e COP et qu'on est toujours en train d'essayer de résoudre le même problème, qui s'est d'ailleurs même empiré depuis le début des COP. Donc, c'est un truc qui est auquel, enfin, que tu as bien identifié. Et je pense que les choses qui sont tout à gauche du schéma permettent de trouver un peu une réponse. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au COP, la plus grande délégation, donc chaque pays a sa délégation, certaines ONG ont leur délégation, etc., etc., etc. Mais les personnes qui représentent la plus grande délégation, c'est les représentants des industries fossiles. Euh, Il y a des chiffres chaque année qui sortent au COP. Ok, par exemple, le Brésil envoie souvent des grandes délégations au COP avec plusieurs centaines de personnes. Et les industries fossiles vont envoyer encore plus de gens, et parfois camouflés dans les représentations des gouvernements, etc. Et donc ça veut dire qu'au COP, en fait, il y a pas, c'est pas les intérêts des gens en fait qui sont représentés. C'est surtout les intérêts des lobbies de l'énergie, des énergies fossiles. Et donc ça, c'est un truc malheureusement qui est un des éléments qui bloque l'identification de solutions. Mais alors, comment donner justement plus de poids finalement aux, aux experts ou même voilà, à la jeunesse comme on essaie de faire maintenant de façon à ce que justement en fait c'est qui enfin, je comprends, c'est un peu incompréhensible parce que le truc il est fait pour améliorer la qualité de vie sur Terre et on Mhm. invite et on donne du poids à ce genre de personnes-là, Mhm. d'organisations-là. Enfin, en fait, ça m'échappe un petit peu comment. Enfin, c'est qui en fait qui invite entre guillemets ces gens? Comment ça fonctionne en fait? Comment ils se retrouvent là avec autant de pouvoir? Oui, il y a plusieurs réponses à ça. Alors, il y a certains pays qui les invitent directement, et donc c'est les pays qui profitent de l'industrie pétrolière. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite ou d'autres. Il y a aussi tout un groupe, comme il y a le groupe des ONG, le groupe des jeunes à la COP, il y a un groupe qui s'appelle Business. Et donc là, en fait, c'est des gens qui demandent d'avoir les accréditations pour la COP et qui viennent directement en tant que représentants de d'entreprises. Alors, il y a certaines entreprises qui essayent d'aller vers un mieux et il y a d'autres entreprises qui essayent justement de ralentir les négociations. Et donc, c'est un peu ça le problème. À qui est-ce qu'on donne des accréditations pour la COP? Quelle est la transparence derrière les identités des différentes personnes? Euh, et comment est-ce qu'on peut empêcher que les pays eux-mêmes invitent des représentants des énergies fossiles? Voilà, il y a beaucoup de questions là derrière. Et il y a aussi pas mal d'entreprises qui disent ah ben voilà, moi je suis une entreprise qui va promouvoir le renouvelable. Je pense notamment à Total Energy, alors qu'on voit qu'en termes de pourcentage d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique, on est à très très peu et qui continuent à créer des nouveaux projets d'extraction, de déplacement, enfin de, comment on dit, enfin bref, des énergies fossiles. Et donc, c'est aussi derrière cette façade-là qu'ils viennent à la COP. Ils vont dire, bah voilà, nous, on est une entreprise d'énergie renouvelable, alors que pas du tout, en fait. Donc, il y a beaucoup de raisons là derrière et c'est assez compliqué. Ouais.
Merci pour vos réactions. On va continuer à discuter autour de cette thématique de toute façon et à la fin de la présentation, il y aura un point plus sur la COP où on pourra continuer à discuter de ce genre de choses. Donc voilà. Je voulais aussi faire une petite partie sur l'intersectionnalité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est? Peut-être quelqu'un qui voudrait expliquer ce que c'est l'intersectionnalité? Oui. Est-ce que c'est le fait de montrer que plusieurs luttes sont liées, par exemple le féminisme et la lutte contre le changement climatique et la lutte aussi contre le racisme, la lutte pour plus de justice et plus d'égalité, et montrer que tout ça c'est lié? Oui, c'est pas du tout une mauvaise réponse, c'est assez proche de la réalité en fait. Ici, j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur le site de Amnesty France qui dit une personne est victime de discrimination quand elle subit un traitement différent en raison de son genre, de son origine ethnique, sa religion. Quand les formes de discrimination se croisent et se renforcent mutuellement, on parle de discrimination intersectionnelle. En fait, l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été mis sur pied par une juriste des États-Unis qui s'appelle Kimberly Crenshaw en 1989. En fait, elle était dans un procès en train de défendre les droits d'une personne. Et en fait, cette personne disait qu'elle avait été victime de discrimination à la fois sur le genre et sur la race. Et en fait, ce que disait Kimberly Crenshaw, c'est que quand on croise les deux, le résultat des deux discriminations est même plus que les deux discriminations séparées. Je sais que ça peut être un peu difficile à comprendre, mais si vous pensez par exemple aux personnes musulmanes, on va dire, qui pourraient être victimes de racisme ou de discrimination sur base de la religion, et que vous pensez aux luttes féministes ou aux discriminations sur le genre, vous pourriez croire que en fait, discriminer sur le genre plus discriminer sur la religion, ça formerait oui, juste ces deux discriminations-là. Mais en fait, ce qu'on voit, par exemple, en France, les statistiques montrent que les personnes qui ont le moins de chances de trouver un emploi, indépendamment de leur niveau d'études, etc., ce sont les femmes qui portent le voile. Et donc, on voit là que, en fait, en étant une femme et en étant musulmane et en décidant de porter le voile, on est victime d'une discrimination qui est plus que juste la discrimination sur le genre et plus que la discrimination sur la religion et même plus que ces deux parallèles, que ces discriminations ensemble, en fait, sont plus que le résultat des deux additionnés. Autour de cette notion d'intersectionnalité, au départ, les féministes qui ont commencé à utiliser le plus le concept se sont concentrés sur trois identités principales qui sont la classe, le genre et la race. Quand je dis race, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être me dire ah mais il n'y a pas de race, on a prouvé en biologie qu'il n'y avait qu'une seule race humaine. Effectivement, en biologie, il n'y a qu'une seule race humaine. Quand on parle de race et quand moi j'utilise le mot race, c'est en termes sociologiques, donc en termes de qu'est-ce que la société a construit comme catégorie sociale et comment est-ce qu'on voit les personnes qui ont différentes couleurs de peau. Donc, c'est plus une construction sociale qu'une réalité biologique. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot race et que d'autres activistes continuent de l'utiliser aussi. Et du coup, pour vous faire un peu comprendre, en fait, on peut avoir plein de types d'identités différentes, notamment race, ethnicité, identité de genre, classe, langue, religion, capacité. Capacité, c'est lié au handicap. Sexualité, santé mentale, âge, éducation, taille du corps et beaucoup plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de types d'identités qui sont possibles et qui peuvent s'intercroiser. Et en fonction de ces identités qu'on on a plus ou moins de pouvoir dans la société, on a plus ou moins de privilèges dans la société. Euh, et donc, l'intersectionnalité est une optique qui permet de voir où le pouvoir prend forme et se heurte, où il s'enferme et se croise. C'est la reconnaissance du fait que chaque personne a sa propre expérience de la discrimination et des privilèges. Donc ça, c'est une citation de Kimberly Crenshaw.
Maintenant, on va venir au lien avec l'environnement. En fait, la personne qui a théorisé le concept de intersectional environmentalism, donc écologie intersectionnelle, s'appelle Leah Thomas. C'est une jeune activiste des États-Unis. Et en fait, c'est vraiment pendant le Covid qu'elle a créé un compte Instagram qui s'appelle Intersectional Environmentalist ou Environmentalism, je ne sais plus. Et où elle a commencé à se rendre compte qu'en fait, beaucoup de personnes étaient intéressées par cette thématique. Et du coup, je voulais vous passer la petite vidéo. J'espère que le son va marcher. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres. Du coup, j'espère que ça va vous permettre de comprendre. Euh, j'ai pas trouvé de bonne vidéo en français. Donc voilà, je vais mettre play. J'espère que le son, ça va marcher. Moi, j'ai pas le son. Sinon, ce Vous que avez- tu peux faire, Esmeralda, c'est que si tu as le lien, tu peux le mettre dans le chat, comme ça on regarde tous de notre côté pendant Ah une ouais, minute ouais, et ouais. après on se rejoint. Je vais faire ça. Je vais partager le lien. Super. Ok. Euh, alors, copier. Et alors, je vais vous l'envoyer dans le chat. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. La vidéo dure pas très longtemps. Euh, est-ce que vous avez toutes et tous pu voir la vidéo? Ok, je vois un pouce. Merci. Ah oui. Ok, super, merci. Du coup, ce qu'elle, elle explique, c'est qu'il faut vraiment lier les concepts de justice sociale et de justice environnementale, et donc prendre en compte les différentes identités qu'ont les personnes par rapport à donc leur rapport à l'environnement. Et du coup, je vais passer en revue quelques-unes de de ces interactions entre identité sociale et environnement. Malheureusement, on ne pourra pas les faire toutes, mais voilà. Notamment sur la race. Euh, il y a pas mal d'études, surtout dans les pays anglophones, qui ont montré que la race est l'indicateur le plus significatif qui va déterminer si une personne vit dans un environnement qui est pollué, que ce soit l'air, l'eau ou le sol. Et du coup, il y a pas mal de statistiques qui montrent ça. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi j'ai pu trouver que des schémas en anglais sur ces thématiques? Parce que nous, on fait pas de statistiques. Exact. La France et pas mal de pays en Europe interdisent le fait de faire des statistiques, de demander dans les statistiques l'identité raciale des personnes. Euh, et du coup, le souci, c'est qu'en fait, on peut pas faire ce genre de statistiques en France parce que justement, on ne demande jamais l'identité raciale des personnes ou ethnique des personnes.
Et du coup, on peut juste pas faire de statistiques, ce qui est un problème, étant donné que si on n'a pas les chiffres, ben, on ne sait pas comment lutter contre ce genre de discrimination. Euh, et donc, voilà, ça, c'est des statistiques qui viennent des États-Unis. Il y a 2 fois plus de personnes, notamment, qui sont racisées, qui vont vivre sans eau potable ou système d'épuration moderne. 38% sont plus exposés au dioxyde d'azote, pardon. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de statistiques qui vont montrer que les personnes vont vivre dans un environnement beaucoup plus pollué. Donc ça, c'est dans un pays comme les États-Unis. Maintenant, on peut évidemment le reprendre aussi au niveau global, où on va voir que c'est les pays où il y a des communautés racisées qui sont majoritaires, qui vont subir le plus grand impact des changements climatiques. Maintenant, sur la classe, c'est un exemple qui me parle beaucoup parce qu'en fait, pour ma part, j'ai grandi dans une famille, dans une situation économique très précaire. C'est aussi un truc sur lequel je voulais revenir. Il y a quelqu'un parmi vous qui a dit tout à l'heure, il y a des gens qui font le choix de vivre de manière plus eco-friendly et il y a des gens qui le font par contrainte. Je pense que la nuance, elle est un peu plus complexe que ça. Si je prends l'exemple de ma famille, et je pense que je suis pas la seule à affirmer ça dans les activistes qui ont traité de ce sujet. Par exemple, ma mère, elle était très consciente qu'on faisait des choix qui étaient beaucoup plus écologiques que d'autres. À la fin de l'année, on recevait la facture d'eau et on voyait les statistiques des différents ménages, de combien d'eau ils consommaient. Et nous, on voyait que pour notre famille de 7 personnes, on était largement en dessous des statistiques et du coup, qu'on consommait beaucoup moins d'eau. Des choses comme ça. Et je pense que en France, en Belgique, on a un peu cette idée que voilà, les gens qui sont euh, un peu plus riches ont accès à des produits écologiques, comme par exemple des trucs zéro déchet et tout. Tandis que les personnes qui sont plus pauvres, ils vont aller dans des supermarchés et ils vont acheter des trucs avec plein de plastique et tout. Donc on a un peu cette idée de c'est quoi l'écologie. Mais comme je l'ai déjà présenté plus tôt dans la présentation, toutes les statistiques montrent que plus on est riche, plus on va avoir un impact sur l'environnement qui est élevé. Et ça, indépendamment du fait de est-ce qu'on ressemble à quelqu'un d'éco-friendly ou pas. Alors évidemment, si on a le privilège d'avoir accès à ces produits qui sont locaux, zéro déchet, bio, tout ce que vous voulez, évidemment, il faut le faire. Mais c'est pas forcément accessible à tout le monde et ça veut surtout pas dire qu'on n'est pas plus écologique si on n'a pas cet aspect visuel de on est quelqu'un d'éco-friendly. Et donc ça, il y a plusieurs études qui ont montré ça, notamment en Belgique. Je me souviens, il y avait un auteur qui a fait une recherche sur ça et il a dit une phrase qui, moi, m'est restée en tête. Il disait, il vaut mieux être pauvre et peu éduqué sur l'écologie que d'être riche et éduqué sur l'écologie. Que pour l'environnement, c'était plus bénéfique même d'être pauvre et pas éduqué sur l'écologie. Ouais, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est qu'on a un peu cette idée de ah, il faut éduquer les gens, ils sont pas éduqués à l'écologie, ils ont d'autres préoccupations, et je pense que ça, c'est assez faux en fait. Enfin, en tout cas, des milieux dans lesquels j'étais, enfin, en 2023, j'ai passé 5 mois en hôpital psychiatrique en tant que patiente. Tu voyais des gens de milieux, enfin, j'ai rencontré des gens de un peu tout milieu. Et ce que je voyais, c'est que tout le monde est au courant de la crise climatique. Juste, il y a des gens qui sont un peu démunis de qu'est-ce que je peux faire, euh, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éduqués. Et je crois que ça, c'est un des gros clichés qu'il faut un peu déconstruire. Et en fait, ça, c'est un truc que quand j'étais jeune, j'ai pas forcément réalisé, enfin, quand j'étais à l'école. Euh, mais une fois que, comment dire, quand j'ai commencé à étudier à l'université, grâce à une bourse d'études et tout, il y avait des gens autour de moi qui avaient des parents qui étaient dans le parti écolo ou oui, d'autres trucs où ils montraient qu'ils étaient ouvertement écolo. Et en fait, quand ils m'invitaient chez eux, je voyais que ma famille était 1000 fois plus écologique que pour certaines choses par contrainte, mais pour d'autres aussi un peu par choix. Et donc je pense que c'est des stéréotypes qui sont importants à déconstruire
Et ouais, je pense que c'est une thématique de laquelle je pourrais parler longtemps. Mais je vais passer à l'aspect du genre. En fait, sur l'aspect du genre, ce qu'on remarque au niveau global, c'est que quand il y a des catastrophes climatiques, 60 à 80% des victimes, ce sont des femmes. Et ça se passe surtout parce que dans les pays où il y a le plus de catastrophes climatiques, les femmes vont rester à la maison ou s'occuper de la ferme, etc., tandis que les hommes vont aller en ville pour travailler. Et du coup, ce sont ces femmes qui vont rester dans les zones vulnérables au changement climatique et qui vont être là. Aussi, souvent, ce sont des zones où il y a peut-être pas de réseau Internet ou pas de communication, pas d'alerte possible sur le fait que la catastrophe climatique va arriver, etc., etc. Donc ça, c'est un des aspects. Je pense qu'un autre aspect important à prendre en compte, c'est que quand on réfléchit à devenir plus écologique au quotidien, souvent, c'est vu comme un truc efféminé, entre guillemets. Donc, aller avec ses petits pots, ses contenants, acheter un truc zéro déchet, souvent, c'est un truc qui va être vu comme féminin et qui va retomber sur la responsabilité des femmes. Et au final, peut-être même augmenter les inégalités de genre parce que quand on doit faire ces trucs écolos, vu que les États n'ont pas encore priorisé sur ce genre d'action et les ont rendus accessibles à tout le monde, ça veut dire qu'il faut fournir en tant que personne un effort supplémentaire pour réaliser ces actions. Et donc, ça veut dire que si on regarde les statistiques, on voit que dans les couples hétérosexuels, les femmes ont la plus grosse charge de travail domestique. C'est-à-dire que, en fait, le fait de devoir laver, préparer des contenants, pour prendre cet exemple du zéro déchet, etc., ou conduire les enfants à l'école en vélo, ou d'autres choses, ça veut dire qu'en fait, c'est encore du temps supplémentaire que les femmes vont devoir passer au niveau du travail domestique. Donc, ça pourrait encore augmenter les inégalités de genre, si ça peut vous parler. Et du coup, enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples et beaucoup de choses qui entrent en jeu. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont des femmes et qui protègent l'environnement, notamment dans les pays du Sud. Je pense à Vandana Shiva, qui est une des pionnières de l'écoféminisme. C'est une indienne qui a lutté pour la protection des arbres, mais qui a été beaucoup, beaucoup plus loin. Elle a écrit beaucoup de livres, beaucoup de podcasts. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, voilà, ça, c'est sur la question du genre. Alors, évidemment, ces questions sont intermêlées. Euh, et voilà, c'est un peu ouais, intéressant de voir comment ça peut se mêler aux questions environnementales. Maintenant, je voulais vous faire un exercice. Je ne sais pas si on a parmi vous qui ont déjà fait l'exercice du Privilege Walk. J'ai oublié comment ça s'appelle en français, mais en gros, c'est un exercice où on vous demande de faire un pas en avant ou un pas en arrière si l'affirmation vous concerne. Et du coup, vous avez un peu une perspective de quel est votre, entre guillemets, niveau de privilège dans la société. Il y a une jeune écoféministe queer qui s'appelle Asmae Orkia, qui est marocaine, qui a développé un concept lié au climat de cette Privilege Walk. Et du coup, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre soit un bout de papier, soit de votre téléphone dans vos notes, peu importe. Et alors, à chaque fois que je vous dis une phrase, vous allez soit noter +1, soit -1. Je vais vous lire quelques phrases et ouais, si ça vous concerne, vous allez soit mettre +1 ou -1 en fonction de ce que je vais vous dire. Du coup, je vais vous laisser 10 secondes pour prendre un bic, un papier ou prendre vos notes dans votre téléphone et je vais en profiter pour me verser un thé et j'arrive dans 10 secondes. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes. Du coup, je vais vous lire quelques phrases. Alors, vous pouvez noter +1 si vous avez accès à des sources d'énergie renouvelables et propres, comme des panneaux solaires, des éoliennes, de l'énergie hydraulique,
etc. dans votre communauté. Donc, si par exemple, vos parents êtes abonnés à un fournisseur d'électricité verte, vous pouvez mettre +1. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez -1. Alors, la deuxième phrase, vous pouvez noter -1 si vous vivez dans une zone où les ressources naturelles et les terres ont été exploitées de manière disproportionnelle ou polluées à cause de pratiques industrielles. Donc, vous notez -1 si vous êtes dans une zone très polluée et exploitée. Et vous notez +1 si vous avez l'impression de vivre plutôt dans un environnement propre. La suivante, c'est vous notez +1 si vous avez les ressources financières pour acheter des choses eco-friendly, des alternatives durables de produits de manière régulière. Donc, si d'habitude vous avez l'impression que vous avez assez d'argent pour acheter les produits que vous aimeriez, qui sont conformes à votre engagement écologique, vous pouvez mettre +1, sinon vous pouvez noter -1. Vous pouvez noter -1 si votre communauté n'a pas accès à des systèmes d'alerte s'il y a des désastres climatiques qui vont arriver. Ça, c'est peut-être difficile à savoir si ça vous est jamais arrivé. Mais si vous êtes dans une zone, par exemple, où il n'y a pas de couverture de réseau pour votre téléphone, ça peut être une des choses pour lesquelles vous pourriez noter -1. Vous pouvez noter +1 si vous avez le privilège de pouvoir vous relocaliser ou de voyager si jamais il y a des événements climatiques extrêmes qui vont survenir. Et surtout si vous avez la possibilité de voyager sans faire face à des barrières d'immigration comme par exemple les visas, les menaces de déportation, etc. Donc, si vous avez l'argent et le privilège du passeport pour pouvoir vous déplacer facilement dans une autre région ou un autre pays, vous pouvez noter +1, sinon vous notez -1. Je vais encore en faire 2, 3. Vous pouvez noter -1 si vous ou votre communauté n'avez pas accès à des données environnementales et liées au climat qui peuvent impacter la prise de décision sur le climat. Et elle met en particulier si vous vous identifiez comme faisant partie de la communauté LGBT et faites face à des discriminations. Notez +1 si votre gouvernement soutient activement les énergies renouvelables et les initiatives climatiques, tout en respectant les diverses identités de genre. Ouais, donc ça c'est +1, sinon ce sera -1. Et le dernier qu'on va faire, c'est noter -1 si vous faites partie d'un groupe qui est vulnérabilisé et particulièrement affecté par les changements climatiques à cause de systèmes d'injustice historiques, comme par exemple le racisme, l'homophobie ou la transphobie. Donc si vous faites partie de ces groupes, vous mettez -1, sinon vous pouvez mettre +1. Il y a encore pas mal de phrases qu'on pourrait faire, mais comme on a pris un peu de retard à cause de mes problèmes techniques, on va s'arrêter là. Et du coup, ça vous permet un peu d'avoir une idée de, tiens, quelles sont les barrières auxquelles font face différents types de communautés en fonction de leur identité, tout ça lié au changement climatique. Et du coup, en fonction du nombre de points que vous avez ou du nombre de points négatifs que vous avez, vous pouvez aussi savoir, où vous en êtes par rapport au changement climatique. Est-ce que vous faites partie des personnes qui sont les plus vulnérables ou pas? Du coup, je ne vais pas vous demander de partager vos scores parce que je pense aussi que c'est assez personnel parfois et que ça peut aussi mettre en avant des choses un peu peut-être traumatiques pour certaines. Mais voilà, c'est plus à titre personnel pour vous savoir comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à ça.
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir par rapport à l'exercice. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué? Ok, vous n'êtes pas obligé. J'espère que c'était pas trop Juste, confus. Ah, vas-y. enfin, il y a plusieurs questions pour lesquelles j'ai un peu bugué Mhm, parce que ça, je sais pas, je me dis que ça dépend un peu, par exemple, l'accès aux ENR. Concrètement, on pourrait, mais après, est-ce que c'est le plus simple ou est-ce que dans la durée, c'est viable? Du coup, ça me fait, enfin, oui, mhm. je pourrais y avoir accès, mais finalement, je préfère ne pas y avoir accès parce que je suis pas très sûre de ce que c'est finalement. Ouais. Mhm, Et pareil pour les voyages, je pense pas que je mhm, fasse partie des populations qui soient les plus pauvres et qui pourraient pas se déplacer en cas de risque climatique, par exemple. mhm, Mais le prix reste quand même assez élevé, donc ça reste compliqué, mais bon. mhm. Ouais, ouais, t'es un peu entre les deux. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu préciser que vous avez le droit de mettre 0 dans l'exercice aussi, dans vos points. Ok. J'aurais peut-être dû le préciser au début. Je le ferai la prochaine fois que je ferai cet exercice. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des choses, notamment sur les énergies renouvelables, qui sont assez discutables. Quand on pense aussi notamment aux voitures électriques et aux minerais que ça nécessite pour construire les batteries, qui elles-mêmes vont avoir un impact non négligeable sur les communautés qui vont extraire ces minerais. Enfin, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions. C'était peut-être pas la meilleure phrase pour mettre en premier. Je pense que c'est moi Euh, qui ai bugué. Après, je pense que ta question était bien tournée parce que tu ne demandes hmm, pas de savoir si on les utilise, enfin, sauf si j'ai mal compris, mais si on hmm. pourrait avoir accès. Ouais, si on pourrait avoir accès, exact, c'est ça. C'est ça. Ok. Mhm. Non, mais Ouais. c'est intéressant comme question. Hmm. Ok, merci. Euh, Du coup, je voulais vous faire une petite étude de cas pour vous expliquer concrètement comment est-ce que ça peut se manifester, ces questions d'inégalité en termes d'être affecté par les changements climatiques. Et du coup, je voulais vous parler d'un événement qui a joué un gros rôle dans ma vie, qui ont été les inondations de 2021 en Belgique. Euh, En fait, la ville où j'ai grandi a été méga inondée en juillet 2021. Vous pouvez voir ici l'image en haut à gauche, la porte de garage, là sur la droite, c'est mon école secondaire. Euh, et oui, ici l'image en haut à droite, c'est les gens qui, le jour après les inondations, ont dû vider toutes leurs maisons et ont perdu absolument tout. Et donc, on voit qu'il y a des maisons qui ont été arrachées ici sur l'image en bas à droite. Ici, en bas au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des gens qui sont assis sur le toit de leur maison parce que l'eau dépassait le deuxième étage. Euh, et puis, encore une vue de ouais, l'eau qui a un peu redescendu en bas à droite. Et donc, ça, c'est la ville où j'ai passé quasi toute ma vie, la ville où j'ai grandi, j'étais à l'école. Euh, j'ai eu la chance que ma maison n'a pas été inondée. Mais c'est quand même un événement qui a été assez traumatisant pour moi. J'ose même pas imaginer à quel point c'était traumatisant pour les personnes qui ont été le plus affectées par cette crise. Mais en gros, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est pas un hasard en fait. Les quartiers qui ont été les plus affectés par les inondations sont aussi les quartiers où il y avait le plus de population issue de l'immigration, où il y avait le plus de personnes qui étaient issues de la classe ouvrière. Donc en fait, les personnes les plus pauvres ont été celles dont les maisons étaient les plus touchées. Et il y en a qui pourraient voir ça un peu comme une coïncidence. Mais en fait, quand on recherche et quand on regarde à chaque catastrophe climatique, ce sont systématiquement presque systématiquement les endroits les plus qui sont déjà un petit peu, je veux dire, désavantagés, qui sont les plus affectés. Du coup, on peut se poser la question de pourquoi. Alors déjà, pour prendre le cas de ma ville, c'est une ville qui a déjà, pour l'instant, c'est la deuxième commune la plus pauvre
de la Belgique, malheureusement. Et donc déjà, le fait qu'on soit affecté, c'était difficile. Mais en plus de ça, la ville avait prospéré au début du 19e siècle grâce à l'industrie textile. Et grâce à cette industrie florissante, en fait, ils ont construit des tonnes de maisons, sans faire attention à où on était par rapport à la rivière et tout, pour les populations ouvrières qui allaient travailler dans l'industrie textile. Et en fait, c'est ces maisons-là qui continuent d'être les maisons des personnes dans une situation précaire qui ont été inondées en premier. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles ce sont ces personnes-là qui ont été touchées le plus. Aussi, ce sont les personnes qui vont vivre dans les maisons qui ne sont pas forcément les plus stables, qui sont situées dans les zones inondables et qui, du coup, sont moins chères à l'achat ou à la location. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de raisons pourquoi ces personnes ont été touchées en premier lieu. Mais même une fois qu'on est touché par les inondations, il y a encore pas mal de choses qui vont jouer par la suite, en fait. Parce que même quand on a tout perdu, tous les trucs de sa maison, il y a plusieurs choses qui jouent. Donc, d'abord, est-ce qu'on a une bonne assurance ou pas? Donc ça va être une question importante. Et souvent, si on a des désavantages sociaux, je vais dire, on a, on va avoir probablement une moins bonne assurance, soit parce qu'on va prendre la moins chère, soit parce qu'on ne maîtrise pas forcément le français et qu'on doit souscrire une assurance et qu'on ne comprend pas ce qu'on signe. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont jouer là-dessus. Aussi, les personnes qui venaient d'arriver en Belgique ou qui n'ont pas forcément de famille dans la région n'ont pas pu trouver de solution de logement temporaire et donc se sont retrouvés complètement à la rue. Il y a eu des halls sportifs et tout ça qui ont été convertis en zone de logement d'urgence pour les personnes qui n'avaient vraiment nulle part où aller. Mais donc ça, c'était assez compliqué aussi parce que ces logements d'urgence ont duré peut-être une semaine ou deux, mais après, il fallait que les gens se relogent et malheureusement, 20% des ménages de la commune ont été touchés par les inondations et dans les communes environnantes, c'était tout inondé aussi. Donc, il n'y avait pas assez de logements et encore maintenant, aujourd'hui, 4 ans plus tard, on remarque que les prix de logements ont augmenté de manière énorme. Bon, c'est le cas un peu partout, mais encore plus à cause des inondations. Et du coup, c'était quasiment impossible pour les gens de trouver des logements, en particulier les gens qui faisaient partie d'une famille nombreuse, les personnes qui de toute façon subissent des discriminations à l'accès au logement, comme les personnes racisées, les familles monoparentales, etc. Donc, c'était vraiment une situation extrêmement compliquée. Et en fait, même 4 ans plus tard, on en vit toujours les conséquences. Et du coup, dans ce cas-là, on peut vraiment voir comment la classe sociale, comment la race, comment le genre ont impacté le fait qu'on n'est pas plus résilient face à des catastrophes climatiques et sur notre capacité à rebondir une fois que ça se produit. Euh, et du coup, oui, même après, ça a été compliqué parce que tellement de maisons ont été soit détruites, soit inondées que il y avait vraiment aucun accès aux communications puisque personne n'avait plus d'électricité, on ne pouvait pas recharger nos téléphones. Les gens devaient faire du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils avaient besoin d'eau ou pas. La ville n'était pas du tout préparée à une telle catastrophe. Ce sont des groupes de citoyens qui se sont mis ensemble. Tous les repas qui ont été donnés aux gens qui ne savaient plus s'alimenter ont été produits par un restaurant et offerts avec des bénévoles qui aidaient à cuisiner, etc., etc. Donc, on n'était pas du tout préparés. Il n'y avait aucun plan aussi pour soutenir de manière adéquate les personnes qui ont été touchées, tout ça. Donc, voilà, ça, je voulais vous montrer un peu à titre d'exemple sur comment est-ce qu'on peut être impacté. Moi, ça m'a fort impacté parce que déjà, j'étais déjà active pour le climat avant et donc voir ma ville complètement détruite, ça a été émotionnellement très dur. Et en plus de ça, j'ai investi tout mon temps dans du bénévolat pour aider les personnes. J'ai fait des repas, j'ai transporté des biens, j'ai aidé des gens à être relogés, j'ai accueilli des groupes de bénévoles d'autres régions de la Belgique ou internationaux qui sont venus aider.
J'ai apporté du soutien psychologique. Enfin, j'essaie d'aider vraiment tellement partout qu'au final, je me suis retrouvée en burn-out. Ce qui a été vraiment super compliqué. Mais voilà, donc ça, c'était pour le petit exemple. Et maintenant, on va passer à la partie sur la COP. Donc, j'espère que, je vois qu'il reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'accélérer un peu. Et du coup, j'ai rassemblé quelques idées de comment est-ce que la COP30 pourrait aider à rétablir la justice climatique. Et du coup, je pense qu'un des aspects cruciaux, c'est de mettre au centre les voix des communautés en première ligne. Et donc, les communautés en première ligne, ce sont les personnes dont on a parlé plus tôt, donc celles qui sont le plus impactées par les catastrophes et les changements climatiques. Et du coup, en fait, si on veut trouver des solutions qui vont être adéquates pour ces communautés, il est indispensable de les mettre au centre des conversations. Donc ça, c'est un aspect indéniable. Et donc, parmi ces populations qui sont en première ligne, il y a notamment les peuples autochtones, qui sont très, très nombreux au Brésil. C'est un des pays avec le plus de diversité linguistique, etc. Et du coup, pour l'instant, les populations autochtones sont représentées au COP dans un groupe qui s'appelle IPLC, donc Indigenous Peoples and Local Communities. Mais c'est un groupe qui a, je dirais, un peu une voix consultative, entre guillemets. Donc, ils n'ont pas le droit de vote pendant la COP, ils ont le droit de donner leur avis quand on leur donne la parole. Et du coup, à accorder une place beaucoup plus officielle et beaucoup plus systémique aux peuples autochtones qui, selon des chiffres qui sont plus ou moins contestables, mais disent qu'ils représentent 5% de la population de la planète et protègent 80% de la biodiversité. Donc, c'est vraiment indispensable de les inclure. Et un des concepts clés durant les COP, c'est de garantir le consentement libre, préalable et éclairé. En anglais, vous allez entendre peut-être FPIC comme acronyme. Et donc, en fait, ça veut dire que si, par exemple, une société ou un pays veut faire des mesures de compensation et replanter une forêt, que cette forêt se trouve sur le territoire des peuples autochtones, peut-être que ce serait le minimum de les appliquer plutôt que de leur voler ce territoire pour faire des mesures de compensation. Je pense notamment à la France où il y avait un cas aussi où EDF avait volé des terres autochtones au Mexique pour créer des champs d'éoliennes. Et donc, compenser les émissions de la France et un peu redorer leur image, mais tout en détruisant la biodiversité et la culture de certains peuples autochtones. Donc, c'est vraiment une question très cruciale. Un deuxième truc qui est vraiment très important, c'est la question du financement climatique. Je dirais que pour moi, cette question du financement climatique, c'est un peu la raison la plus importante pour laquelle existent encore les COP. On en discutait tout à l'heure, tiens, pourquoi au final est-ce qu'on n'a toujours pas trouvé de solution et tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous voyez les injustices, donc les pays, principalement les pays colonisateurs et les pays riches qui ont émis plein d'émissions à gaz à effet de serre et ne veulent prendre aucune responsabilité par rapport aux pays du Sud qui en souffrent les conséquences. Vraiment, le financement climatique, c'est un moyen par lequel on peut rétablir une certaine justice. Évidemment, ça ne va pas sauver les vies qui ont été perdues, ça ne va pas récupérer des langues qui ont été perdues, etc. Mais au moins, ça va permettre de réagir par rapport à ce qui se passe et par rapport au financement climatique. Il y en a plusieurs qui sont différents, notamment celui du financement des pertes et préjudices. Donc en anglais, c'est loss and damage. Il faut prioriser les pays qui sont les plus vulnérables, notamment les pays qu'on appelle SIDS, donc c'est Small Island and Developing States, donc les pays insulaires qui sont le plus victimes notamment de la montée des eaux, etc. Donc ça, c'est vraiment super important. Perte et préjudice, c'est une fois que les pays sont déjà victimes de la catastrophe climatique, par quels moyens est-ce qu'on va pouvoir réagir et mettre en place des systèmes pour que les gens soient, entre guillemets, aidés suite à une catastrophe climatique.
Un des points importants qui était déjà défendu à la COP29, c'est de promouvoir des financements sous forme de subventions plutôt que de prêts pour garantir l'accès des communautés les plus démunies. Et du coup, il y a les pays du Nord qui étaient beaucoup plus favorables à faire des prêts, en fait, en guise de financement, plutôt que des subventions. Du coup, prêt, ça veut dire évidemment qu'on doit repayer par la suite. Et honnêtement, quand on est victime d'une catastrophe climatique, on a tous sauf les moyens de repayer, puisqu'on est pendant des années confronté à des difficultés. Donc ça, c'est un autre point important. Et ensuite, il faudrait introduire des critères d'équité dans la répartition des financements en tenant compte des émissions historiques et des capacités de réponse. Et donc, émissions historiques, on en a parlé, et capacité de réponse, c'est la faculté d'un pays à réagir pour s'adapter ou alors pour répondre aux crises climatiques. Un autre point important, c'est intégrer les droits humains dans la protection de l'environnement. Donc, je sais que droits humains, c'est un concept, on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais en gros, les droits humains ont tout d'abord été définis dans la Déclaration universelle des droits humains, ou plutôt des droits de l'homme, en 1948, par différents pays. Et donc, ils reprennent les droits fondamentaux des personnes comme le droit au logement, le droit à un travail, le droit à une bonne santé, le droit à une nationalité, le droit à changer de région ou de pays. Enfin voilà, je vous laisserai voir dans la Déclaration universelle des droits de l'homme si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi plusieurs autres textes qui reprennent des droits humains, notamment sur des populations spécifiques comme les peuples autochtones, les personnes handicapées, etc., etc. Et du coup, il faut vraiment que ce langage qui soit basé sur les droits humains se retrouve dans les textes de la COP. Et donc, on prenne en compte les droits humains de chaque personne, de chaque communauté, quand on réfléchit à des solutions climatiques. J'ai mis aussi mettre en place des garanties juridiques contraignantes pour protéger les défenseurs de l'environnement et les activistes autochtones, notamment en Amazonie. Et du coup, ça, c'est un peu l'idée que les défenseurs de l'environnement vont être les personnes qui vont empêcher les industries minières à continuer à produire, à détruire l'environnement, etc., etc. Il faut savoir que chaque année, il y a plus de 200 défenseurs et défenseuses de l'environnement qui sont tués, principalement en Amérique latine, mais aussi aux Philippines et dans d'autres pays. Et donc, c'est un point super important de protéger ces personnes. Promouvoir des trajectoires de transition justes. Ça, c'est un point important, soutenir une transition juste pour les travailleurs, travailleuses et les communautés dépendantes des industries fossiles ou extractives. Donc, comment est-ce que ces personnes vont faire pour se reconvertir vers des secteurs plus verts? Et donc, développer des stratégies pour les emplois verts, le renforcement des capacités locales et les projets d'énergie renouvelable portés par les communautés. Et donc, par les communautés et pas par les grandes industries qui vont être représentées à la COP. Ensuite, un truc qui nous concerne particulièrement en tant que jeunes, insister sur la justice intergénérationnelle et de genre. Donc, donner plus de place aux jeunes avec des délégations dirigées par la jeunesse et des sommets climatiques jeunesse. Donc, ça, c'est ce que vous faites un peu en participant à cette LCOI. Donc, c'est super important. Maintenant, il faudrait aussi que les positions des jeunes soient beaucoup plus considérées par les dirigeants et les décideurs politiques. Et donc, en plus de ça, c'est intégrer des politiques sensibles au genre, reconnaissant les impacts disproportionnés du changement climatique sur les femmes et les filles. J'ajouterai les minorités de genre de manière générale. J'étais un peu vite sur les slides. Et alors, la dernière chose, c'est s'appuyer sur le rôle du Brésil en tant que pays hôte. Vous le savez probablement, mais les 3 derniers pays à avoir accueilli la COP étaient des pays pétroliers. Donc, il y avait l'Azerbaïdjan, il y avait les Émirats et l'Égypte, je pense, si je me souviens bien. Enfin, bref. Et donc, le Brésil, avec le président Lula, est beaucoup plus enclin à devenir leader de la lutte contre le changement climatique. Et du coup, l'idée, ce serait vraiment d'encourager le Brésil à montrer l'exemple. En tant que président de la COP, ils ont quand même ils peuvent pas prendre toutes les décisions, mais ils ont quand même beaucoup de possibilités de faire aller la COP vers un sens ou l'autre en dégageant des priorités qui sont
importantes à prendre en compte, etc. Et du coup, en montrant l'exemple, le Brésil pourrait protéger l'Amazonie, respecter le droit des peuples autochtones et créer des politiques climatiques inclusives et utiliser la symbolique de l'Amazonie en tant que régulateur climatique mondial pour renforcer le lien entre préservation écologique et justice. Donc ça, c'est un peu les idées que, que voilà, je voulais mettre en avant par rapport à cette COP 30 sur comment on peut faire pour intégrer la justice climatique. Donc ça pourrait peut-être vous aider pour le document plaidoyer, mais je voulais dire aussi qu'un aspect super important, peut-être pour celles d'entre vous qui vont potentiellement partir à la COP, c'est d'entrer en contact avec des délégations de jeunes de pays dits du Sud. Je pense que ça, c'est super important pour avoir des nouvelles perspectives, pour avoir des perspectives qui prennent vraiment en compte les besoins des personnes d'autres pays et surtout de pays plus vulnérables. Et du coup, ça, je pense que c'est un truc vraiment important pour ceux et celles qui auront l'opportunité. Voilà. Je regarde juste combien de temps il reste. Ah, il reste 5 minutes. J'ai presque fini, mais je voulais laisser plus de temps pour la discussion, mais on va voir. Ici, j'ai fait une partie 6 ressources. Donc, comme vous avez déjà le lien des slides, vous pourrez continuer à les consulter. Donc, j'ai mis quelques livres que vous pourrez regarder. Il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français. Et j'ai mis aussi le lien du documentaire Décolonisons l'écologie. C'est un reportage qui reprend la crise du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe et qui, à travers des activistes qui sont originaires de ces régions-là, ont créé ce reportage pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que la France a pu autoriser l'utilisation de produits chimiques qui sont cancérigènes dans ce territoire d'outre-mer, alors qu'il s'était interdit en France métropolitaine. Donc c'est un truc super intéressant qui reprend un peu les liens entre colonisation, racisme et écologie. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, c'est super intéressant. Je voulais aussi ajouter une slide avec des comptes Instagram que vous pouvez suivre. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire, mais je vais encore la faire après la présentation et quand vous irez revoir dans un jour ou deux dans les slides, vous pourrez les voir. Et comme vous avez accès en édition aux slides, vous pouvez aussi ajouter vos propres ressources. Donc, n'hésitez pas à partager avec les autres si vous avez des bons plans sur la justice climatique que vous voulez partager. Donc voilà, je pense qu'on a quelques petites minutes pour une ou l'autre question, remarque ou commentaire. Voilà. C'était super chouette, Esmeralda, merci beaucoup. Et j'ai juste une petite remarque à ajouter, c'est que sur ce sujet de l'écologie décoloniale, ça n'a pas été annoncé dans les premières publications sur le programme de la LCOI, mais là, ça a été mis à jour dans les nouvelles publications. Mais du coup, il y aura le dimanche matin une conférence sur l'écologie décoloniale qui sera cross, on va dire, entre les deux parcours, celui de droit humain, genre et environnement, et celui sur la justice climatique. Donc voilà, c'est des sujets qui vous intéressent. Vous êtes au bon endroit aussi avec le parcours sur la justice climatique. Ok, merci. Est-ce que je peux reposer une question? Mhm. Pardon. Je- Sur les pertes et... C'est quoi? Pertes et dommages. Je Mhm. reviens sur ma question de tout à l'heure, pardon. Toujours Audrey, toujours de la Martinique. Sur les pertes et dommages par rapport au changement climatique, par rapport à la montée des eaux. En fait, il y a un truc qui me perturbe à chaque fois, c'est que dans la région, on est considéré, enfin, on est, comment dire, on est comme les autres territoires qui sont les plus vulnérables à la montée des eaux. Mais comme on est français, on est dans un truc particulier parce que, par exemple, à chaque fois, vous dites que la France va enfin, pas indemniser, mais la France va aider des territoires en développement, par exemple, sur ces questions-là, mais nous, elle ne pourra pas nous aider sur ces questions-là. Hmm. Oui, c'est une question à laquelle je peux pas répondre facilement parce que comme je suis pas française et que je me suis pas intéressée super en détail
comment ça fonctionne en France. Malheureusement, je ne sais pas comment répondre. Je pense juste que, premièrement, il faut sortir de la tête ce mot aide. C'est pas qu'on va aider, c'est qu'on va rétablir la justice parce que la France est responsable de ce qui se passe. Et je crois clairement qu'elle devrait traiter les territoires d'outre-mer qui sont impactés lourdement de la même manière ou même avec beaucoup plus d'attention que ce qu'elle va faire avec les autres pays. Mais voilà, malheureusement, je ne sais pas trop comment ça se passe concrètement. Désolée. Ouais, pas de souci. Je vais chercher. Merci. Je sais que dans 1 minute, le temps sera terminé. Je voulais juste vous dire que comme on a commencé un peu plus tard par la faute de mes problèmes techniques et tout, que si jamais vous voulez me poser des questions plus approfondies sur des trucs qu'on a abordés durant la présentation, vous pouvez toujours me contacter. J'ai laissé sur la dernière slide mon LinkedIn et mon Instagram. Vous pouvez me contacter par ceux qui vous, par le réseau que vous préférez parmi ces deux-là. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de contribuer à votre document de plaidoyer. Et voilà, désolée pour les discussions un peu raccourcies, j'aurais adoré qu'on ait plus de temps pour discuter. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sûre que durant les autres ateliers, surtout en personne, vous aurez le temps de discuter encore plus. Merci. Merci beaucoup Esmeralda. Et du coup, vous aurez aussi le replay de cette formation, plus le diapo, Esmeralda, si tu nous laisses ton lien. Donc voilà, n'hésitez pas à le Yes. rechecker. Lundi, en début de semaine, on vous publiera le toolkit. Donc c'est un peu une boîte à outils sur chacune des thématiques. Donc vous pourrez aussi aller creuser autour des sujets. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la formation, pour le week-end officiel de la LCOI. Donc du vendredi soir avec la soirée ouverture sur l'océan jusqu'au dimanche, et donc qui inclut à la fois des tables rondes, des moments de construction de plaidoyer, des conférences et beaucoup d'échanges. Et voilà, j'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. J'ai Pour une la... petite question. Ouais, pardon, vas-y, dis-moi. Pardon, quand vous parlez de plaidoyer, c'est un plaidoyer commun ou c'est les plaidoyers de différentes structures éventuellement? Le plaidoyer, ce sera un plaidoyer commun de la jeunesse française. Et donc, il y aura un plaidoyer par thématique. Donc, il y aura 5 groupes de plaidoyer, sachant que dans Ok. chacun de ces groupes de plaidoyer, il y aura des sous-groupes. Donc, chaque sous-groupe choisira une thématique en particulier pour construire en fait une, voire 2 lignes directrices par sous-groupe. Ok. Merci. Voilà. Et pour répondre à la question sur le jour de la conférence sur l'écologie décoloniale, ce sera le dimanche matin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et aussi, est-ce que vous êtes toutes et tous sur le groupe WhatsApp des participants-participantes? Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je vous rajouterai. Je vois qu'il y a une question. Oui, j'avais une question plutôt plus générale Oui. par rapport au programme du week-end. Oui. Du coup, est-ce qu'on va l'avoir ou pour savoir justement quand est-ce que seront les conférences, etc. Du coup, le programme du week-end est sur notre Insta. Ok, Vous tapez Elcoy France et il y a tout le programme. Là, vous allez rien voir, je pense, sur mon téléphone. Mais il y a tout le programme qui est dispo. Vous pouvez remonter un peu dans les posts parce que le dernier post date du 11 avril, celui où on a publié le programme. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, il est à jour. d'accord. Et je pense que pour vraiment avoir les meilleurs outils en main pour construire le plaidoyer, le mieux, c'est vraiment d'assister au samedi et au dimanche pour pouvoir avoir la table ronde, les premières étapes de plaidoyer,
puis le lendemain, la conférence le matin, puis la suite du plaidoyer. Mais après, si vous pouvez pas venir les 2 jours, faites comme vous pouvez. De toute façon, on pourra toujours se reposer les uns sur les autres, je pense. Voilà. D'accord, merci. Merci Yasmine. Bon, bah, merci beaucoup Esmeralda, c'était trop chouette. J'espère que ça t'a plu aussi de faire cette formation. Oui, merci pour Et, l'invitation et pour toutes les personnes qui ont participé super activement aux exercices. et du coup, Esmeralda, si jamais toi tu es libre à Paris dans 2 semaines, n'hésite pas aussi à passer pour les ateliers plaidoyer si jamais tu as envie de d'aiguiller, enfin pas d'aiguiller, mais d'aider peut-être les jeunes dans leur formulation de propositions, etc. Mhm, Voilà, ça nous ferait aussi plaisir de te retrouver si ça t'intéresse, mais c'est au choix, c'est comme tu veux. mhm. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est Mhm. chouette. Bon, écoutez, bah, très bonne journée à vous, bonne suite de préformation Elcoy, jusqu'à demain, sacré week-end, et puis à dans 2 semaines. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Merci.